Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndicale des secteurs éducation, formation, santé et protection sociale sur l'ensemble du territoire national qui allait donc d'aujourd'hui jusqu'au 17 a-t-il été suivi? Justement, pour en savoir davantage, nous aurons à parler avec M. Kwame Bertoni, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants, à l'effet justement d'avoir le véritable point. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Avant d'aborder le sujet de la grève, on va donc regarder un peu cette nouvelle triste qui nous vient de Monrovia, la défaite des éléphants après 9 mois de victoire sans partage. Les champions d'Afrique 2024 sont tombés devant la Sierra Leone. Messieurs, bonsoir. Herman, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Tout le plaisir partagé. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Marius... Le jaune et bleu était va si bien. Il manquait que le noir. Juste au passage. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Hier, j'ai eu énormément d'occupations professionnelles qui ne m'ont donc pas permis d'être sur le plateau pour contribuer aux échanges avec monsieur le procureur. Mais ce soir, je suis là. Très bien, merci beaucoup. Alors, messieurs, c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire tombe après 9 mois de victoire sans partage. Les éléphants d'Afrique sont tombés sur une pelouse synthétique qui n'aurait pas été favorable justement à ce que la Côte d'Ivoire développe son jeu, selon certains. Marius, comment est-ce que vous appréciez justement la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, nous avons été régulièrement habitués aux victoires depuis la prise de cette équipe, cette sélection nationale par Faye et Mers. Et j'avoue que je ne suis pas surpris de cette défaite à Monrovia parce que dès le départ, au cours donc, de ces échanges avec les médias, Faye et Mers avaient émis quelques difficultés quant à cette rencontre qui se passerait sur le sol de Monrovia. Il avait évoqué la question donc, de la pelouse, mais il avait également posé aussi le problème du voyage et un certain nombre de préoccupations exprimées qui ne nous donnaient pas assez d'assurance parce qu'il disait que son équipe n'était pas habituée à jouer sur une pelouse synthétique. Et il a même qualifié la rencontre d'une rencontre qui serait très difficile pour ses pachydermes. Pour puis c'est la défaite en fait. Alors donc, même si cela ne justifie pas forcément les propos la défaite ne justifie pas forcément les propos du sélectionneur, il n'en demeure pas moins de rappeler que l'équipe qu'on avait en face, bien qu'elle ait été battue sur le stade de San Pedro en Côte d'Ivoire ici à 4-1, n'était pas quand même, j'allais dire, une équipe qui devrait, devant son stade, devant son public, se laisser également marcher là-dessus. Et elle avait quand même à redonner espoir au peuple sierra-léonais qui attendait véritablement que leur équipe monte d'un cran après la lourde défaite enregistrée en terre ivoirienne. Très bien. Herman, votre regard sur ce 1-0? Moi, j'avoue que l'excuse du stade, de la pelouse et tout, moi, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas prendre ça comme une excuse. J'ai été quand même très surpris de voir... je pense que le coach a quand même, il s'est dit après la victoire de 4-1 à l'aller la semaine dernière que ça allait être facile, au-delà de la pelouse. Parce que quand tu regardes les joueurs qu'il a, si on peut nous ramener la sélection... Le 11 de départ. Le 11 de départ, Seko Fofana n'était pas dedans, Indika, qui est le ministre de la Défense, n'était pas dedans. C'est comme s'il voulait essayer une autre équipe type face à une équipe moyenne de la Sierra Leone. Je pense qu'il a sous-estimé. Il aurait dû peut-être aligner les Pakidem qui lui ont donné la victoire. Son 11 habituels, renforcés avec maintenant autres. Mais il a construit une nouvelle équipe plus ou moins pour affronter cela. N'empêche que, moi je pense que la CAF doit pouvoir regarder aussi ces stades qu'on homologue. La qualité des stades. La qualité, parce qu'aujourd'hui quand même, c'est vrai, ça ne peut pas le dédouaner, mais il faudrait que les gens regardent. Parce qu'une pelouse difficile, ça aujourd'hui, normalement, on ne devait pas pouvoir jouer là-dessus, surtout qu'on sait que la plupart de nos sélections, les joueurs proviennent essentiellement des championnats
européens. Bien organisés, où il y a une bonne où les pelouse. pelouses sont vraiment des pelouses de pointe. Jouer comme sur un terrain de comité de quartier, c'est souvent un peu difficile pour les professionnels. Et justement, ça pourrait peut-être, mais Herman a dit que cela n'excusait pas, en tout cas, le score. Daouda, votre postulat? Moi, je dirais que ne soyons pas chauvins. Ne soyons pas chauvins dans la mesure où, si nous n'avions pas été le pays organisateur de la plus belle CAN jamais organisée, on n'aurait pas les plus beaux stades aujourd'hui en ce moment qui soient prisés par beaucoup de pays de la sous-région. Tout à fait. Pendant très longtemps, nous avons joué sur des terrains synthétiques ici en Côte d'Ivoire. Donc, sortons du chauvinisme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'estime que quand je dirigeais, généralement, je le dis, c'est prévoir. Et Faye Mess étant le dirigeant, qu'on appelle ça? L'entraîneur. L'entraîneur de ce club-là qui lead l'équipe, Oui. il connaissait les problèmes dès le départ. Donc, pour moi, j'estime qu'il aurait pu faire, puisqu'on a battu cette équipe déjà 4-1, sur une très belle pelouse et autres, comme on partait sur un terrain synthétique, pourquoi ne pas choisir des joueurs locaux de la SEC, même de l'Africa qui est en 2-2, Qui maîtrise un peu ce type de terrain, les mélanger avec, comment on appelle ça, des professionnels qui allaient se débrouiller avec eux, au moins pour avoir un match nul au moins. Donc, venir nous sortir le prétexte du stade, je pense que c'est un faux prétexte. On a perdu, c'est pas bien grave. Les plus grands... Il termine. Allez-y, allez-y. Je voulais juste ajouter qu'on était qualifiés. Mais vous pouvez attendre que je termine. Allez-y, je vous en prie. Daouda. Donc, ce que je veux dire, les plus grands, à un moment donné, ils plient le genou. L'éléphant a marché pendant 9 mois, 10 matchs sans défaite. Aujourd'hui, au 11e match, nous avons plié que le genou. Mais je sais qu'au prochain, nous allons nous relever et marcher encore plus loin pour aller prendre la CAN, la deuxième plus belle d'Afrique au Maroc. Au Maroc 2025. Élisée Bouloube, bonsoir, merci d'être là. Alors, la Côte d'Ivoire perd 1-0. Ça fait quand même 9 mois qu'on trône avec fierté. Voilà notre invincibilité aujourd'hui. La muraille s'est quelque peu frictionnée. Quelle est votre appréciation de tout ceci? Oui, bon, je pense que c'est naturel d'être déçu parce que quand on est habitué à des victoires et qu'intervient une défaite, naturellement, on est un peu déçu. Mais quand on finit de passer l'étape de la déception, il faut tirer les bonnes leçons et puis vraiment se projeter à l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec aussi la défaite du Tchad à Yaoundé, on est quasiment qualifié pour la CAN au regard de cette défaite du Tchad. Mais je crois que pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est vrai que on ne souhaitait pas, mais cette belle série-là, tôt ou tard, devait s'arrêter un jour. Voilà, moi, je suis content que ça arrête à l'étape des éliminatoires qui va certainement nous galvaniser, nous comprendre qu'il faut redoubler d'ardeur, ne pas rester dans sa zone de confort et préparer les autres échéances qui sont aussi toutes importantes, comme les qualifications pour le mondial et puis aussi également les qualifications pour la CAN. Et cette équipe que je vois, vraiment avec la qualité des joueurs que je vois, je sais que nous avons la qualité pour élever le niveau, aller plus loin, quelle que soit la nature du stade. Je pense qu'on a la qualité pour pouvoir élever le niveau. On a été pris de coups aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais c'est à nous de prendre toutes les dispositions pour que désormais ça puisse aller mieux. Herman, pensez-vous que cette défaite pourra affecter le moral des joueurs et de l'entraîneur? Non, pas du tout. Moi, je pense que de toute façon, ils peuvent se rabattre encore sur la qualité de la pelouse, mais je crois qu'on est dans une dynamique. Le coach, il avait ses essais à faire, il a pu les faire et il va corriger, comme Élisée l'a dit. Les prochains matchs, je crois que la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a une très belle sélection. Daouda, comment est-ce que les Ivoiriens réagiront à cette défaite-là, selon vous? Je pense que pour ceux qui aiment beaucoup parier, ils seront très déçus. Maintenant, ceux qui ne parient pas comme nous autres sur les matchs sportifs, bon, on se dit que ça va aller. Mais je pense que celui qui va prendre le plus gros coup au moral, c'est malheureusement le défenseur central, Eric Bailly. Parce que quand on lit sur les médias sociaux aujourd'hui, tout le monde en fait est en train de lui porter le coup de grâce pour dire que c'est à cause de lui qu'on a perdu. Mais moi je veux dire, c'est une perte collective. De l'entraîneur jusqu'au dernier joueur. Ce n'est pas la perte, ce n'est pas la faute d'Eric Bailly, c'est la faute de l'équipe. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut qu'on soit tolérant parce que si on a pu prendre un but, c'est parce que quelque part les milieux n'ont pas fait leur travail, les attaquants n'ont pas fait leur travail, le gardien n'a pas fait son travail. Ce n'est pas Eric Bailly seul, c'est toute l'équipe. Très bien.
Alors, Élisée, le next step, ce sera quoi pour la Côte d'Ivoire, justement, après cette défaite? C'est déjà de se déplacer, déjà de recevoir le Tchad pour le match retour et puis ensuite se déplacer en Zambie pour aller affronter la Zambie qui nous suit, qui est deuxième avec 7 points derrière nous. Donc je crois que c'est peut-être la finale du groupe pour voir qui sera premier du groupe. Mais sinon, quant à la qualification, comme je l'ai dit... On est leader de notre groupe. Voilà, voilà, avec la défaite, on demeure leader de notre groupe avec 9 points, suivi de la Zambie à 7 points. Donc je crois qu'aujourd'hui, la bataille, c'est pour la première place dans le groupe. Et je crois que la Côte d'Ivoire a toutes les possibilités, toutes les chances de pouvoir garder cette place-là. Et c'est à nous maintenant, comme je l'ai dit, de prendre conscience que chaque match est une réalité nouvelle. Voilà, on ne va pas dormir sur ses certitudes, on ne va pas toujours surfer sur ce qui a été déjà réalisé, mais il faut se dire que chaque jour, chaque match, c'est la réalité des 90 minutes sur le triangle et sur le rectangle vert. Et il faut que chaque match soit pris au sérieux et qu'on se batte comme si c'était le dernier, en fait. Très bien. Alors, avant justement d'aller au point de la grève, dernière question avec vous, Marius Komoé. Comment devrait réagir la CAF ou les équipes nationales lorsqu'elles constatent qu'il n'y a pas toutes les commodités pour pouvoir avoir un match serein? Déjà, le dimanche, d'avant-match, les éléphants n'ont pas pu s'entraîner sur le stade Samuel Doé Canyon de Monrovia, ce qui n'est pas d'ailleurs normal. En principe, une équipe qui se déplace dans un pays tiers devrait pouvoir avoir accès aux infrastructures sportives. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner. Ils n'ont pas pu s'entraîner. De plus, ils ont Il faut préciser pour raison d'éclairage. Parce que voilà, c'était en soirée, ils sont arrivés en après-midi, en soirée, n'ont pas pu. Donc le stade aurait dû être éclairé. Il y avait un souci d'éclairage. Il y avait un souci d'éclairage. Vous savez qu'ils ont beaucoup de problèmes de production énergétique. On aurait dû augmenter. Et donc, la difficulté de fourniture énergétique ont suscité donc ces genres de dysfonctionnements qui n'ont pas permis donc à nos éléphants, à nos pachidèmes de pouvoir s'entraîner. Mais au-delà de cet aspect des choses, il y a aussi le fait que il ne faut pas, les uns et les autres, certains ont dit non, il ne faut pas leur trouver d'excuses avec... mais quand vous avez des joueurs qui ont du 1er au 30e pu s'entraîner que sur des terrains de qualité, des terrains homologués de grande qualité dans des championnats de haut niveau en Europe, mais ils ne peuvent pas venir jouer comme pour emprunter l'expression de Daouda, comme s'ils jouaient au Maracana dans un village. Voilà, le terrain n'était pas un bon terrain. Et donc ça, c'est très désavantageux. Et un entraîneur de la trempe de Faye Emers, on peut tout lui reprocher, sauf qu'il ne sait pas véritablement lire un match. Il a toujours fait des remplacements utiles. On ne peut pas dire que les joueurs qu'il a alignés là n'étaient pas des joueurs. Aujourd'hui, c'est Eric Bailly. Il est l'un des meilleurs de la défense à Villarreal. Voilà, l'un des meilleurs de la défense à Villarreal. Donc, on ne peut pas dire qu'il est fini. Non, Eric Bailly tient encore. Bon, Christophe Opéry, c'est un très bon défenseur. On ne peut pas aussi lui reprocher de n'avoir pas été à la hauteur. Bon, et donc, quand vous prenez Agbadou Djedje, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Donc, en tout cas, son 11 de départ, selon vous, était au top. Était au top, seulement, et il faut le reconnaître, la qualité de la pelouse n'a pas favorisé la pratique du meilleur football telle que nous la connaissons avec nos éléphants. Très bien. Dans tous les cas, on retient que nous sommes toujours premiers. Et donc, on va regarder avec beaucoup d'attention tous les matchs à venir. On va les prendre avec humilité et sérénité. Et on sait que la Côte d'Ivoire ne manquera pas ce grand rendez-vous de Maroc 2025. Est-ce que la sérénité est du côté de l'école en Côte d'Ivoire? On en parle maintenant, justement. Un mot d'ordre de grève avait été lancé. Hier, on en parlait. A-t-il été suivi? A-t-il été moyennement suivi? Ou les grévistes sont satisfaits à 100%? Nous en parlons. Et nous aurons justement en ligne M. Kwame Bertoni, si vous venez à peine de nous prendre en marche. Il est le secrétaire général national du réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire. Ensuite, porte-parole de l'Alliance des syndicats du primaire de Côte d'Ivoire, ASAPSI, et porte-parole donc de l'intersyndicale qui a lancé donc ce mot d'ordre de grève. Élisée Boloubeu, alors aujourd'hui on a tous suivi un peu l'actualité sur la grève. Comment est-ce que vous l'appréciez, vous, sur l'étendue du territoire national? Selon vous, a-t-elle été suivie, Élisée, avant d'avoir M. Kwame en ligne? En tout cas, selon les informations à ma possession, et puis tout ce qu'on a pu quand même voir un peu sur les réseaux sociaux, on pourrait dire que la grève, dans le cas général, a été suivie. Le cas général a été suivi, que ce soit même ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Il y a des villes où pratiquement tous les établissements publics ont pratiquement fermé, où il n'y a même pas eu cours. Voilà, les élèves ne se sont même pas rendus. J'ai constaté pour ma part que, en tout cas l'analyse que je fais, les professeurs, les enseignants ont pris le temps vraiment de préparer leur grève. C'est-à-dire?
Parce que souvent, ce qu'il est constaté, c'est que les élèves même viennent à l'école et puis on constate que les enseignants ne sont pas là. Mais là, ils ont pris la peine de préparer leur grève aussi bien que les élèves ne sont même pas venus en fait. C'est-à-dire la plupart des établissements, il n'y a pas eu cours, les élèves ne sont pas... Il n'y a pas eu de violence pour dire sortir des classes et tout. Déplacement pour venir. J'ai donc l'impression que c'était préparé en amont et les élèves ont été sensibilisés sur le fait qu'ils ne devaient même pas venir parce que ce n'était pas déjà dans leur intérêt, certainement. Voilà, donc on se rend compte que ça a été minutieusement préparé. En tout cas, ça a été aussi très bien coordonné quand on voit le retentissement sur le territoire national. En tout cas, de ce que nous, on a reçu comme information, en notre possession en ce moment précis, on se rend compte qu'effectivement que ça a été suivi. Très bien. Herman, hier sur ce plateau, on parlait justement de l'appel au dialogue, l'appel à la négociation. Aujourd'hui, vous avez observé un peu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parlant de cette grève. Quelle est votre lecture? Comme Élysée, pensez-vous qu'elle a été suivie? Ou vous vous dites qu'il faut rapidement que ceux qui ont lancé le mot d'ordre de grève retournent à la table de discussion? Moi j'estime que, comme hier, j'avais insisté pour dire qu'il ne s'agit pas de revenir avec les dispositions de la loi qui puniraient les absents aujourd'hui. Il faudrait que le gouvernement, qui a déjà choisi voie de trait, donc de dialogue social et autres, insiste pour discuter avec les véritables interlocuteurs concernant ces cas de grève et non pas seulement échanger avec les fêtiers. La grève a montré que certains syndicats, je ne dirais pas se désolidarisent de leurs fêtiers, mais ne sont pas forcément dans la même perspective que la vision de leurs fêtiers. Et je trouve aussi malheureux que finalement, l'action syndicale, qui est un peu une action qui essaie d'amener le pouvoir public, le gouvernement, à respecter certaines revendications des différentes corporations professionnelles, aujourd'hui, qu'on convoque des responsables de fêtiers. Parce que finalement, c'est comme si ces responsables de fêtiers-là ont choisi d'être dans l'action gouvernementale avec le dialogue. Moi, je pense... N'est-ce pas la meilleure option, justement? Non, la meilleure option, ce n'est pas le fait de réussir à maintenir une trêve qu'on règle le problème des populations ou bien des gens qui travaillent. Ouais, allez-y pour l'appel. Pour l'appel, très bien. Monsieur Kwame Bertoni, bonsoir. Nous sommes en ligne avec vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire et le porte-parole de l'Alliance des syndicats du primaire de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Le mot d'ordre de grève que vous avez lancé sur toute l'étendue du territoire a-t-il été suivi? Oui. Déjà, je voudrais en tout cas vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler en tout cas de la question. Le mot d'ordre de grève que nous avons lancé, en tout cas vraiment, ce jour, a été effectivement suivi. La preuve, au niveau de l'enseignement technique et professionnel et apprentissage, nous sommes à 100% en termes de taux de suivi. Au niveau de l'enseignement secondaire général, nous sommes à 96%. Et au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire, nous sommes à 87%. Voilà, ça veut dire que la grève est effectivement suivie. Alors, très bien. Alors, on se rappelle bien que ce comité consultatif qui a été mis sur pied, justement, est un cadre de discussion avec le gouvernement. Faites-vous partie de ce comité consultatif? Non, nous ne sommes pas de ce comité consultatif. Voilà. Ce comité consultatif, en réalité, c'est les signataires de la trêve sociale qui ont été reconduits dans ce comité consultatif. Voilà. Donc, en dehors, en tout cas, des fêtiers signataires de la trêve sociale, il n'y a pas d'autres fêtiers dans ce comité consultatif. Alors, donc, vous n'êtes pas dedans du tout et donc vous faites une action... Non, pas du tout. Et vous faites une action justement isolée, j'allais dire. Pas une action isolée à proprement dit. Il se trouve que l'action que nous avons entamée à partir, en tout cas vraiment de ce jour, ça dure depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous avons en tout cas réclamé à corps et à cri l'octroi d'une prime aux enseignants de Côte d'Ivoire. Cela nous avait conduit dans le cadre de la mise sur pied des comités techniques au niveau des différents ministères pour discuter des questions sectorielles. Nous avons en tout cas vraiment échangé en tout cas vraiment avec le ministère à qui nous avons en tout cas vraiment précisé l'importance de cette revendication. Depuis lors, il se trouve qu'un processus a été enclenché, mais malheureusement le processus a été improductif parce que pour nous, tous les cadres qui avaient été créés en tout cas vraiment n'apportaient pas de réponse véritable.
Donc la suite, c'est la grève en tout cas que nous avons déclenchée à partir d'aujourd'hui. Alors justement, est-ce que si vous êtes appelé à ce comité consultatif, justement, puisque vous n'avez pas été associé, est-ce que si vous faites désormais partie de ce comité-là, le mot d'ordre de grève s'arrête? Non, non. Je rappelle à tous les utiles que les différentes fêtières, il y a eu une rencontre avec Madame le ministre, en tout cas de la fonction, Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation, en tout cas de l'administration. Et ce jour-là, l'on a présenté en tout cas vraiment ce comité consultatif. Mais je rappelle à tous les utiles que pour nous, ce comité consultatif ne saurait être la réponse à la revendication, en tout cas vraiment que nous portons. Parce que pour nous, le comité qu'on avait souhaité avoir sur place, allô, vous m'entendez bien? Oui, très bien, allez-y, je vous en prie. Voilà, le comité qu'on avait souhaité avoir sur place, pour nous, c'était un comité, disons, décisionnel. Ça, ça avait un qui pouvait prendre une décision. Le deuxième aspect, c'était pour nous un comité qui allait clairement définir la revendication, la question de la prime, pour discuter la question de la prime. Et puis aussi, l'autre aspect pour nous, c'était qu'on puisse nous dire quand est-ce qu'on commence et quand est-ce que ça finit. Voilà, pour ne pas durer en tout cas vraiment dans le temps et après tomber dans une léthargie qui pourrait amener les uns et les autres à oublier cette revendication-là. Voici le cadre en tout cas vraiment que nous souhaitons et non un cadre en tout cas du comité consultatif. Vous voulez donc créer avec l'autorité, donc Madame la ministre d'État, un autre cadre de discussion autre que le comité consultatif, c'est cela? Voilà, pour nous c'est ça. Parce que pour nous, nous disons qu'il y a urgence. Pendant plusieurs années, les enseignants sont restés les parents pauvres, en tout cas vraiment des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, devant la précarité existentielle, devant le coût de la vie qui est si élevé, il est de bon aloi, en tout cas pour ces enseignants-là, à l'instar des autres familles d'emploi, en tout cas vraiment des fonctionnaires, de bénéficier aussi, en tout cas vraiment de la prime. Donc pour nous, il y a urgence. Et au nom de cette urgence-là, nous voulons un cadre décisionnel, un cadre en tout cas où on ne discutera que de la question de la prime à octroyer en tout cas vraiment aux enseignants de Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que nous demandons simplement. Très bien. Alors, est-ce que justement vous avez été contacté aujourd'hui par la tutelle? Oui. Nous n'avons pas été en tout cas vraiment contactés en tout cas vraiment par la tutelle. Est-ce que vous avez fait la démarche de contacter la tutelle? Non, nous on n'a plus de démarche à faire. C'est la tutelle qui, au départ, comme on l'a dit, avec le processus qui avait été enclenché, on s'est rendu compte qu'on était dans un processus de duperie. Voilà, on a été dupé parce qu'on avait cru, en tout cas vraiment à la tutelle, on avait cru en sa bonne foi et on a cru que les choses allaient avancer dans le sens de ce qu'on souhaitait. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, on a compris que rien n'avançait et on restait là, tourné en tout cas vraiment en rond. Donc ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, c'est plutôt la tutelle qui doit pouvoir en tout cas se saisir en tout cas vraiment des propositions que nous faisons pour qu'il y ait un cadre véritable au cours duquel nous pourrons avoir en tout cas vraiment des réponses à notre question qui nous tient à cœur, la question en tout cas vraiment des prix. La grève se poursuit-elle jusqu'au 17 comme annoncé? Oui, la grève se poursuit effectivement jusqu'au 17 comme annoncé. Et nous voulons à ce niveau... Et après le 17? Et après le 17, on a bien dit c'est une grève de 72 heures, c'est une grève d'avertissement. Avertissement pour dire que si rien n'est fait, après les 72 heures, nous allons en tout cas marquer un moment de latence pour observer la bonne foi de nos autorités. Mais si rien n'est fait, évidemment, nous allons en tout cas vraiment remettre le couvert et cette fois-ci pour une période encore plus longue. Très bien. Alors, Monsieur Kwame, puisque la discussion est ouverte, n'est-ce pas? Vous ouvrez toujours la porte de discussion, n'est-ce pas? Oui, nous ouvrons la porte aux discussions toujours, mais seulement que nous souhaitons que le cadre, tel que nous l'avons défini, que ce soit ce cadre-là qui puisse en tout cas vraiment nous accueillir par rapport en tout cas vraiment des échanges avec l'autorité. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Bertoni. Merci de nous avoir donné vos différents points. Merci et excellente soirée à vous. Merci à vous également. Bonne soirée. Merci. Messieurs, vous avez donc entendu le secrétaire général national du réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire, porte-parole de l'Alliance des syndicats du primaire de Côte d'Ivoire, également porte-parole de l'intersyndicale, qui donc a organisé ce mouvement de grève qui continue selon lui jusqu'au jeudi 17. Et après, il a donné également le next step. Marius Komoué, votre appréciation, votre regard sur la situation? Écoutez, en tant que syndicaliste, moi-même et leader du mouvement consommateur national, une grève engagée par une corporation ou plusieurs corporations dans un souci de voir améliorer leurs conditions de vie et leur cadre de travail
ne peut que nous préoccuper. D'abord, je voudrais rappeler que nous avons 8 organisations syndicales qui se sont exprimées aux côtés du gouvernement pour le compte des 254 000 fonctionnaires que compte la Côte d'Ivoire. Dans la perspective d'amener le gouvernement justement à signer une trêve sociale qui devrait en principe permettre alors à tous les fonctionnaires, tous les syndicats, sans exclusion, si d'ordinaire ces syndicats se reconnaissent dans ces faire tiers. Parce que le danger que nous courons, c'est justement ça. On prend des entités qu'on dit être des centrales, on les invite à la table de discussion, on prend des décisions avec ces centrales. Est-ce que les responsables de ces centrales sont représentatifs de l'intérêt général? Parce que c'est la question que vous posez en tout cas. C'est la question, sinon on ne verrait pas ce débrayage. Parce que pour qu'on en arrive à un tel débrayage, il aurait fallu que ceux qui disent, par exemple, Kakomwe va à la discussion, à la table de discussion pour le compte des organisations de consommateurs, avec les présidents d'associations de consommateurs, ce que nous décidons engage l'ensemble de nos bases. Très bien. Mais est-ce que ces derniers étaient-ils véritablement représentatifs? Dans son intervention, il a dit non. Il a été clair, il a dit non. Très bien. Ce qui veut dire qu'il faut revoir la stratégie de communication. Daouda, pour vous, point de situation gouvernement, et bien puis sûr. le next step, justement, pour aller à la négociation et la paix en Côte d'Ivoire. Non, je pense qu'Élysée a été plus ou moins clair en la matière dans son point, dans la mesure où j'estime que sur l'étendue du territoire, il y a une bataille de chiffres entre le gouvernement et les syndicalistes. C'était mitigé pour Mitigé, voilà. Non, je ne dirais pas que c'est mitigé parce qu'au niveau d'Abidjan, peut-être que dans le grand Abidjan, il y a des écoles qui ont ouvert, mais à l'intérieur, ça a véritablement marché. Donc, si on fait un ratio, ça veut dire que la grève des enseignants a été relativement bien suivie. Maintenant, quand je finis de dire ça, pour moi, j'estime que la grève, bien que légitime, devrait être le dernier recours. Ils estiment n'avoir pas été associés justement au comité consultatif. Moi, je trouve et que ça fait 2 ans qu'ils en parlent. Non, moi je trouve que c'est quand même utopique de dire qu'on n'a pas été associé pendant qu'on a applaudi de tous nos bras et de tous nos pieds la révélation salariale qu'on appelle ça, de 2023, je crois bien, 22-23 dernièrement. Donc je trouve ça un peu, il y a comme une forme d'hypocrisie dedans. Parce que quand un État discute avec vous et qu'il fait un effort, la lutte syndicale, nous tous dans ce pays-là, on a été tous pour au moins une fois dans notre vie syndicaliste. Donc, c'est un combat de compromis. Ça n'avait pas dit compromission, parce qu'il faut faire la différence entre le compromis et la compromission. Mais quand l'État fait des compromis, il est de bon aloi de laisser du temps à votre employeur de réfléchir au next step. Mais quand vous ne lui laissez pas du temps et qu'en même temps vous débrayez, parce que n'oublions pas que la grève, pour l'utiliser, en fait, ça a des conséquences sociales, mais très, très négatives. Aujourd'hui, nos enfants se restent à la maison. Et apparemment, tel qu'il le dit, jeudi également. Oui, pendant 3 jours, et après, bon, on va continuer dans ça jusqu'à quand? Pour moi, j'estime qu'il y a un cadre de discussion qui a été ouvert, où pratiquement toutes les centrales sont, plus ou moins, toutes les fêtières des centrales syndicales sont invitées. Pourquoi ne pas y aller? Parce que, pour ce que j'ai pu entendre, j'ai comme l'impression qu'eux ont un problème, et donc ils veulent que leur problème... Allez-y, allez-y. J'ai l'impression que leur problème, ils veulent que leur problème soit réglé carrément à part. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. Or, on a plus de 300 000 fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Eux sont-ils mieux que les autres fonctionnaires? Question. Et c'est avec cette question justement qu'on finit votre intervention. Herman, on réagit un peu par rapport à tout ce que le secrétaire général vient de dire. La grève continue, Herman. Oui, la grève continue. Je pense qu'on ne va pas revenir sur le fait qu'on admette tous ici que cette grève a été largement suivie sur l'étendue du territoire. Avec les pourcentages... Au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale, bien entendu, puisque ce sont eux qui ont lancé. Moi, je pense que cette grève a des implications importantes pour le système éducatif ivoirien. On constate qu'aujourd'hui, il y a quand même des tensions, des mécontentements au niveau des enseignants. Aujourd'hui, il y a certains qui accusent, par exemple, les enseignants d'être les mieux logés en termes de mieux payés en termes de salaire, alors qu'ils demandent des primes. Peut-être qu'à d'autres occasions, on aura
leur point là-dessus. Mais moi, ce que je dis, si dans ce pays, en 2017, il y a eu une mutinerie, et à la suite de la mutinerie, le gouvernement a fait en sorte de contenter, payer ceux qui se sont levés. Si dans ce pays, pour des réfugiés venus du Burkina, on a quand même fait des habitations pour les loger, pour montrer notre grande hospitalité et de solidarité. Et on a quand même aussi, à l'occasion des éliminatoires, on voit que nos infrastructures sportives, certains disent que c'est de façon gracieuse, même qu'on offre ça à des pays pour le faire. Pourquoi mentionner tout ça, Herman? Je dis ça parce que ça, on constate les efforts que le gouvernement déploie pour certaines situations et même pour montrer sa solidarité au niveau sous-régional. Et ce qui est bien, là, ce sont les problèmes des Ivoiriens. Aujourd'hui, on a vu ici des cas d'institutrices, d'enseignantes qui sont affectées dans le fond fin du pays et qui sont souvent violées, qui ne savent pas où dormir. On connaît quand même plus ou moins à l'intérieur du pays parce que l'école, ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. À l'intérieur du pays, on voit comment ces enseignants-là souffrent. Est-ce que l'argument de leur salaire qui avait été bloqué pendant longtemps, qui a été débloqué, ça peut, je veux dire, comment on appelle là, faire oublier leur droit à réclamer des primes pour tous les efforts qu'ils font. Moi, je pense que le gouvernement doit continuer de discuter avec eux. Aujourd'hui, le gouvernement, par cette crise-là, a vu qu'il y a des fêtières qui sont représentatives et qui ne sont pas à leur table de discussion. Donc, il faudrait que ces fêtières-là rejoignent la table de discussion et pour regarder clairement leurs différentes revendications. Très bien, on va revenir évidemment sur le sujet, hein, messieurs. On a un challenge de temps, on va donc avancer. On reviendra sur le sujet. La grève continue demain et jusqu'à jeudi. Voilà, donc on a encore le temps de regarder sur le sujet. Notre souhait le plus ardent, c'est que les discussions avancent surtout et que la grève cesse et que les enfants repartent à l'école. C'est ce qui est important en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, nous allons recevoir le professeur Espérance Broalet. Elle est chirurgienne, maître de conférence, agrégée d'anatomie et de neurochirurgie. Première femme neurochirurgienne d'Afrique de l'Ouest, présidente de la Société ivoirienne de neurochirurgie et présidente de l'ONG Espérance Hope. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour un sujet très important également, sauver les enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Quand je dis cela, je vous donne la parole à l'effet que vous puissiez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'hydrocéphalie et le spina bifida? Merci d'être là, professeur. Merci. Bonsoir à tous. L'hydrocéphalie et le spina bifida, c'est deux pathologies de l'enfant. Bien que l'hydrocéphalie existe également chez l'adulte. L'hydrocéphalie, c'est un trouble, une condition dans laquelle il y aura un trop plein de liquide dans la tête de l'enfant et quand les enfants sont tout petits, ça entraîne une augmentation du volume de la tête. Ce liquide, qui est le liquide cérébrospinal, est normalement présent dans la tête de tout un chacun. Il est fabriqué, il va circuler et va être éliminé. Et dans certaines conditions, ce processus-là ne se fait plus et le liquide va s'accumuler dans la tête et chez les tout petits enfants, le crâne n'est pas complètement soudé et ça va entraîner une augmentation du volume de la tête. Quant au spina bifida, c'est une malformation du système nerveux. C'est une malformation qui va se traduire par la présence d'une boule, entre guillemets, dans le dos de l'enfant. Une boule, hein? Une boule, oui. L'enfant, c'est visible à la naissance, c'est une malformation qui est visible à la naissance et qui est due au fait que le système nerveux ne se forme pas correctement. Et en plus de cette boule, il y aura des conséquences. L'enfant, tout ce qui est en dessous de la ceinture ne va pas fonctionner et pourra entraîner une paralysie des membres inférieurs, des troubles des sphincters. L'enfant va uriner et faire les selles sans s'en rendre compte et avec des déformations des membres inférieurs. Et tout ça, quelles sont les causes justement de tout ceci, professeur? Il y a plusieurs causes. Les causes les plus grandes, enfin, les causes les plus fréquentes, ce sont des causes malformatives. C'est des malformations. Donc, à un moment donné du développement du système nerveux,
il va avoir un problème qui fait que le système nerveux ne va pas se développer normalement. Et pour le spina bifida, ces causes-là surviennent très tôt, dès le premier mois de grossesse. Il y a des facteurs qui vont favoriser. Lesquels? Notamment, pour l'hydrocéphalie, on a les infections. Les infections pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les infections même après la grossesse, parce que toutes les causes ne surviennent pas pendant la grossesse. Il y a des enfants qui vont naître avec des infections autour de la naissance, ou bien quand ils sont plus grands, notamment les sinusites, les problèmes ORL, la méningite qui peut donner l'hydrocéphalie. Et pour le côté malformatif, on a également des situations héréditaires, également des carences, notamment en iode et en acide folique. C'est pour ça que chez la femme enceinte, on donne ce qu'on appelle l'acide folique. Les mamans parlent, on m'a donné médicament de sang, mais en fait, c'est l'acide folique. Le problème, c'est que l'acide folique, on le donne après, parce que ce sont des malformations qui surviennent très tôt, dès le premier mois, alors que les mamans prennent le carnet à 3 mois. On a certaines situations toxiques, notamment l'alcool, chez la mère, le tabac. Boit pendant qu'elle est enceinte. Pendant qu'elle est enceinte, ou bien des maladies, notamment l'hypertension artérielle, le diabète chez la mère et certains médicaments, comme les médicaments pour l'épilepsie, par exemple, qui peuvent entraîner ces malformations. Donc, il y a plusieurs causes. Il y a des causes sur lesquelles on peut agir par la prévention, et puis il y a des causes sur lesquelles on ne peut malheureusement pas agir. Daouda? Aujourd'hui, concrètement, au niveau de votre ONG, qu'est-ce que vous faites pour ces enfants qui souffrent de cette maladie? D'accord. L'ONG a pour mission justement d'aider à faire connaître déjà ces maladies, parce qu'elles ne sont pas connues, et également à sensibiliser sur la prévention, parce que ce sont des maladies qui vont avoir des répercussions sur le développement psychomoteur de l'enfant, c'est-à-dire le développement pour parler, pour marcher, pour s'asseoir. L'enfant a un retard lorsque ces maladies, puisque le trop-plein de liquide dans la tête, par exemple, va comprimer le cerveau et entraîner donc des lésions. L'enfant va avoir un retard mental. Le spina bifida, lui, va entraîner une paralysie en dessous de la ceinture. Il y a plusieurs degrés. Il y a des enfants qui vont arriver à marcher, il y a des enfants qui vont rester au fauteuil, mais surtout les troubles sphinctériens, notamment pour uriner et pour aller à la selle, c'est le gros problème de ces maladies-là. Donc, l'ONG explique, l'ONG aide quand c'est possible, l'ONG fait des journées de sensibilisation comme celle qu'on va faire bientôt. Moi, je veux savoir, lorsque l'enfant il est détecté qu'il a cela, on voit quand même l'hydrocéphalie, est-ce qu'on peut finalement sauver l'enfant de cette maladie? Est-ce que ces maladies-là se soignent, justement? Oui, merci, bien sûr. Ces maladies peuvent se soigner. Il faut les soigner tôt, notamment l'hydrocéphalie. Il faut pouvoir faire le diagnostic, donc déterminer la présence de la maladie chez l'enfant avant que la tête grossisse. Parce que quand la tête commence à grossir, les dégâts sur le cerveau vont être de plus en plus accentués. Plus la tête grossit, ça veut dire que le cerveau, lui, il est aplati par l'eau. L'eau prend pratiquement toute la place. Ce sont des maladies qui s'opèrent. Donc, il y a des interventions pour dériver ce liquide-là. Intervention chirurgicale. Et on le fait en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Dans vos propres services? Oui. On a 4 services de neurochirurgie, 3 à Abidjan, un à Yamoussoukro et un autre à Bouaké. Élisée? C'est une maladie qu'on peut qualifier de problème de santé publique aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres dans la population. Pourquoi, justement? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enquête qui ont été faites de données. Les données sont hospitalières. On a des données hospitalières. Ça représente à peu près 20% de l'activité en neurochirurgie, ces maladies-là. Donc, c'est beaucoup. Mais on trouve que c'est sous-estimé parce que ce sont des enfants, ce sont des maladies avec une grosse connotation sociale. Ce sont des enfants, il y a des tabous autour de ces deux maladies-là parce que les enfants sont considérés comme... Ce ne sont pas des enfants, en fait. Ils sont considérés comme des génies, comme des mystiques, des sorciers, des enfants serpents. Et donc, ils sont cachés. Ils sont cachés. C'est vrai qu'il y a des chiffres sur les malformations en général. Oui. On sait à peu près combien représentent
les malformations du système nerveux, mais c'est 2 pathologies bien précises. On ne sait pas la prévalence réelle dans la population et nous pensons faire des travaux dans ce sens. Marius? Alors, très souvent, et vous le savez bien, dans nos sociétés africaines, de telles malformations de nos enfants, on leur attribue d'autres qualificatifs peu honorables. Oui, elle a dit la tout à mère l'heure. même est très souvent abandonnée à son triste sort avec son bébé. Vous avez parlé tantôt de détecter très vite la maladie. Quels conseils donnez-vous donc à nos sœurs, à nos mères et à nos parents, à nos papas aussi, pour détecter vite la maladie et vous envoyer ces malades, ces bébés-là, en vue de traitements efficaces et soigner donc très tôt ces cas j'allais dire, un peu plus critiques. D'accord. Le spina bifida, à la naissance, est visible. Il est visible. Il est visible. La C'est une bosse est visible, vous malformation l'avez dit, visible. Donc, il n'y a pas de problème, c'est diagnostiqué. Le problème qui va retarder la prise en charge, c'est le problème financier. Et puis, des fois, la maladie est mal connue, on ne sait pas trop où orienter ses enfants. Pour l'hydrocéphalie, par contre, c'est plus subtil, puisque la tête va grossir au fur et à mesure. Et donc, il y a des examens, lors des examens de l'enfant, les examens normaux que l'enfant fait à la naissance par le pédiatre, ça peut être détecté par juste la mesure. Avec un mètre ruban, on va mesurer le pourtour de la tête, et il y a des courbes. Oui. Il faut noter ces mesures-là sur les courbes, et lorsqu'on dépasse la partie supérieure de la courbe, ça veut dire qu'il y a problème. Quel est le coût, à votre avis, le coût, par exemple, du traitement d'un spina bifida ou alors d'une maladie d'hydrocéphalie? Les coûts, ça varie selon qu'on soit au public. Professeur dit wow, ou bien ça veut dire que ça va être cher. Au public surtout. Il n'y a pas de subvention de l'État, non. Bon, ne prend pas en charge? Pour le moment, je pense pas. Pour le moment, non. Pour le moment, je ne pense pas. Il y a la couverture médicale qui est en place. Je pense que certainement ça aide. Non, je ne pense pas que ça concerne. Je sais pas, mais sinon, les coûts sont quand même au-dessus de la moyenne. Le million, vous voulez dire? Un peu moins quand même dans le public. Dans le public, en hydrocéphalie, 300 à 500, très bien. ça dépend. Sinon, Merci, un peu moins quand même. Merci en tout cas d'être venu éclairer nos lanternes. Vous avez dit des choses extraordinaires et le conseil, c'est que les parents donc, se tournent vers vous et surtout que les mamans enceintes également fassent attention, se fassent suivre par un médecin et en espérant que cette maladie-là puisse disparaître en tout cas de la Côte d'Ivoire. Merci pour le travail que vous faites, professeur. Vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, vous avez un dernier mot rapidement? Oui. Marius, que vous me permettez? Oui, je suis là aussi parce qu'on a justement des journées, bientôt, du 23 au 25 octobre, qui vont se dérouler à Korogo. Ce sont justement des journées de sensibilisation, de dépistage et d'intervention humanitaire de ces enfants-là. Et ça va se passer au centre hospitalier, comme montre l'affiche, régional de Korogo, sous le parrainage de M. Amadou Koulibaly, donc ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui nous a vraiment fait l'honneur d'accepter ce parrainage. Et je voudrais profiter pour remercier toutes les autorités, qu'elles soient administratives, politiques, sanitaires, les opérateurs économiques, notre tutelle, remercier vraiment tous ceux qui contribuent et qui vont contribuer à rendre possible ces journées. Merci d'être venu, professeur Espérance Broalé. Vous êtes chirurgienne, maître de conférences agrégée d'anatomie et de neurochirurgie, première femme neurochirurgienne d'Afrique de l'Ouest et présidente de la Société de neurochirurgie et présidente de l'ONG Espérance Hope. Sauver les enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Et cela nous permettra maintenant de recevoir Maître André Ossoou, avocat inscrit au barreau de New York, au barreau fédéraux américain et à la Cour suprême des États-Unis. Il est également notaire. Merci, Maître, d'être là. Vous êtes également homme de droit, mais surtout sur ce plateau, auteur de ce livre Dans les affres de l'existence. Et c'est un gros prétexte pour nous de pouvoir parler, in fine, de ce que vous représentez, de ce que vous êtes. Merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir sur votre plateau. Herman Aboua, Élisée Boloube, Marius Komoé, Daouda Koulibaly seront donc avec moi pour vous poser des questions. Commençons un peu par votre parcours. Il est si inspirant. Je ne sais pas si lire tout ce que vous êtes me permettra de finir l'émission
Mais bref, en tout cas, il faut pouvoir commencer quelque part. Alors, vous avez travaillé pendant 14 ans et demi, de 2007 à 2022, en tant que conseiller juridique pour l'ONU. Vous avez pris une retraite anticipée en mai 2022 et vous êtes revenu à la pratique privée du droit. Bref, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, notre invité est avocat inscrit au barreau de New York, au barreau fédéraux américain, district sud et district sud-est de l'État de New York et à la Cour suprême des États-Unis, également notaire. Encore une fois, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, parlez-moi un peu de votre parcours. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire quand pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Je quitte la Côte d'Ivoire en 92. 1992? Oui. J'avais obtenu une licence de droit en 91. Okay. Et on a fait l'année scolaire en 92. Il y a eu des troubles. Oui, oui, oui. Donc, je suis parti, espérant revenir faire les examens. Quand je suis revenu, avec toujours les troubles, ça n'a pas eu lieu. C'était quand vous êtes revenu quand? En 92. 92, oui. OK. Donc, je suis reparti pour de bon. Et j'ai décidé de... J'avais toujours l'envie de finir mes études aux États-Unis. C'était un rêve que j'avais depuis l'enfance. Parce qu'un de mes frères avait déjà étudié aux États-Unis, donc ça m'a donné cette envie d'étudier aux États-Unis. Et donc, je pars aux États-Unis. Je fais le petit boulot comme tout le monde. Bien sûr, avec toujours la vision de devenir avocat à New York. Donc, je pars, j'obtiens un travail avec les Nations Unies comme officier à la sécurité. Et puis, j'ai la chance d'obtenir une mission en Haïti qui me permet d'économiser un peu d'argent. Donc, je démissionne de l'ONU et je reviens à l'école pour essayer d'obtenir les diplômes. J'obtiens 2 diplômes en même temps, un master en justice pénale avec une spécialisation en droit et procédure pénale et puis un master en droit général que j'ai obtenu à Columbia Law School. Et je fais l'examen du barreau, je deviens avocat, je plaide plusieurs causes en fait, et puis les Nations Unies me récupèrent encore, cette fois-ci en tant que conseiller juridique. Je fais une carrière avec les Nations Unies. J'étais supposé être là jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais à 55 ans, j'ai décidé de revenir pour que je puisse faire d'autres choses. Parce que les charges ne me permettaient pas de me consacrer sur ce que j'aimais, qui était la littérature, l'écriture et le dessin. Très bien, Herman. J'ai parcouru votre livre, hein, il est très facile à lire. Je me pose une question. Vous avez utilisé maintes fois le pronom « je ». Est-ce une autobiographie ou bien c'est l'histoire de ce gamin-là? C'était vous-même? Non, en fait, ce n'est pas une autobiographie. C'était une fiction, mais je me sentais plus à l'aise à rendre l'histoire en centralisant ça sur moi. C'était pour ça que j'avais utilisé le pronom « je », mais c'est purement une fiction, ça n'a rien à voir avec moi. Très bien. C'est bon, Herman? Oui, allez-y. On va aller à Élisée. Oui, c'est le titre qui était un peu évocateur, dans les affres de l'existence. Qu'est-ce qu'on entend par les affres de l'existence? C'est vrai que j'essaie de parcourir un peu. Je voyais un peu, vous avez rencontré des histoires, mais là, vous me dites que ce n'est pas une autobiographie. D'où vous est venue donc cette inspiration de vouloir entrer dans les affres de l'existence de cette personne qui devient votre Dieu au final? OK. En fait, pour revenir en arrière, j'étais dessinateur depuis l'enfance. Ma mère avait cette fibre quand j'ai vu des éléments qu'elle avait dessinés. Donc, j'ai commencé à dessiner, j'amusais la galerie avec mes amis d'enfance qui venaient toujours profiter de mes dessins. Et l'enfance, ça s'est passé où, juste à Yopougon. À Yopougon, oui. Très bien. Donc, quel quartier précisément de Yopougon? Siko J3, derrière le 16e arrondissement. Très bien. Et donc, je dessine, les gens sont contents, j'ai fait des bandes dessinées, et puis après, j'ai commencé à faire de la caricature. Et puis après, je me retrouve en seconde. Et là, mon professeur de français, au passage, je ne sais pas s'il est encore là, M. Baïkro, il est très ami à l'écrivain Madi Kone. Donc, il invite dans notre classe pour venir partager un peu son expérience. Et puis, il a répondu à une question qui m'a beaucoup touché. Il a dit qu'en fait, il a écrit ses ouvrages en se basant un peu sur les faits de société. Et je me dis, ça fait un déclic en moi. Je me dis, mais je fais déjà les créations à travers mes bandes dessinées. Je sais ce qui se passe dans la société, donc je vais l'utiliser pour écrire. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue pendant l'été de la classe de seconde pour écrire ce roman que j'ai terminé en 3 mois. En 3 mois, oui. Très bien. Marius?
Alors, si on s'en tient donc à l'intitulé de votre livre, pour lequel d'ailleurs vous êtes reçu sur ce plateau, Dans les affres de l'existence, devrait-on conclure que vous êtes un existentialiste? Si oui, quelle véritable définition accordez-vous au sens de l'existentialisme dans nos cultures d'aujourd'hui? En fait, attends, Oui. D'abord, avant de répondre à cette question, je voulais expliquer un peu le titre. Oui. Vous voyez les affres, hein? Oui, les 3 points de suspension avant le titre. Oui. Signifiait que l'expression ici est elliptique, parce que la phrase n'est pas finie. Tout à fait. C'est comme si quelqu'un est jeté dans les affres, dans la tourmente de la vie, et qui va subir des éléments au cours de la vie. Des expériences. Des expériences, oui, Des au cours de la vécus. vie. Oui, c'est ça en fait. C'était ça l'idée. Moi, je pense que le fait d'exister même, on ne peut pas échapper à certains éléments Absolument. qui s'imposent. Lesquels? Le vécu. Les vécus, les éléments de la vie. Et personne, mais quand vous regardez dans les quelques extraits de ce roman, vous voyez un peu de tout, de la vie de tout et chacun, des problèmes qu'on rencontre, La joie, de la tristesse. de la joie, de la tristesse. C'est un peu ça que je voulais présenter au grand public. Très bien. Daouda, Moi, je regarde la couverture de M. André. la première de couverture. La première de Celui qui a dû le couverture. faire. Ouais. Je ne sais pas si c'est un enfant ou bien c'est une grande personne qui est en train de Ou un crier. monstre. Ouais, ou un monstre. Mais je vois plutôt un enfant qui est dans le feu, Ouais. en train de crier. Bon, j'ai un problème avec tout ce qui est feu. Donc, pourquoi cette image concrètement? En fait, d'abord, c'est un enfant. Ah, voilà, j'avais Pour raison. commencer, pour expliquer que la vie commence avec l'enfance. Donc cet enfant se trouve dans un feu, de façon... Prisonnier du feu. oui, c'est-à-dire il se trouve dans un feu, mais pas le feu littéralement comme on le dit. C'est juste Quel type de feu alors? Une image, en fait. C'est une image des difficultés que cet enfant va Traverse, rencontrer ouais. sur la base Obstacle. des obstacles qu'il va rencontrer dans la vie. En fait, c'est ça c'est l'image que je voulais présenter à travers cette... Très bien. Alors, vous avez pignon sur rue, avocat au barreau, avocat donc à la Cour suprême. Vous êtes un Ivoirien de naissance, Oui, aujourd'hui forcément américain. toujours ivoirien. Toujours, toujours Ivoirien et fier de l'être. Oui. Alors, comment on arrive justement à se déconnecter de cette réalité américaine? Vous vivez à Manhattan, c'est pas rien quand même. Comment on arrive à justement se déconnecter de cette réalité quotidienne pour penser Côte d'Ivoire et écrire en se mettant dans la tête d'un Ivoirien, que vous êtes toujours? Comment on arrive à se déculper de cette réalité? Mais en fait, je pense que tout part de l'enfance. J'ai vraiment eu une enfance heureuse. Ok. Et puis, les conditions... Ayopo Gonsi-Koji, Oui, c'est ça? avec mes parents, mes frères et ceux qui étaient vraiment très, très gentils avec moi. Et puis, ça m'a permis d'évoluer. Aussi, la stabilité que le pays avait à l'époque permettait d'étudier et de lire beaucoup. Et s'évader. Je pense que ça a joué un peu. Donc, quand je pars aux États-Unis, c'est vrai que j'arrive aux États-Unis, ça fait 32 ans que j'y suis, mais l'amour du pays n'est jamais parti de mon cœur. Les jeux d'enfants sont toujours restés en C'est vous. toujours resté en moi. J'ai toujours adoré le pays. Ayopo Donc, Gonsi-Koji est toujours en vous, oui, à Manhattan. oui, oui. D'accord, très bien. Moi, Herman. je reviens encore au livre. Hein. On voit que le livre, vous avez dit que vous l'avez fait en été de la seconde. Oui. Ça fait 40 ans maintenant. Oui. Pourquoi avoir choisi en 2024 sortir une œuvre d'enfance, même pratiquement, Ok. 40 ans après? OK. D'abord, j'avais l'intention de publier ce livre-là où j'allais vivre. Et comme je savais que j'allais aller aux États-Unis après mes études universitaires ici, je l'ai gardé. J'arrive aux États-Unis, je fais seulement les droits d'auteur, mais avec les challenges de la vie, les choses que j'ai à faire, je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à cela. Et puis après, quand j'obtiens le travail au niveau des Nations Unies, j'étais tout le temps parti. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à prendre la retraite anticipée pour être un peu plus libre, pour revenir à mes amours. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, j'ai ce livre, je le publie pour montrer au public ma façon de penser à cet âge. Et je suis en train d'écrire un film à l'âge adulte pour que je puisse voir l'évolution de l'individu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le publier maintenant. Pour une autre question. Oui, hein. rapidement, Herman. et ensuite- L'autre question, c'est vraiment revenir encore dans le roman.
le jeune homme dont vous parlez, l'enfant qui est parti, qui a perdu son père subitement, tragiquement, et qui se retrouve à Abidjan un peu déconnecté, qui est finalement adopté par un bienfaiteur, son bon samaritain, et qui lui a permis de vivre tout ce qu'il a vécu, et sa vie en qui lui a donné cette maturité, qu'il a finalement adopté comme père, il l'appelait papa, j'imagine les liens d'affection. Qu'est-ce que vous vouliez représenter à travers tout ce parcours que vous faites de cet enfant? Avant même le parcours, le premier problème, c'est que dans la société telle qu'on vivait par le passé, quand tu n'as pas d'enfant biologique, dans certaines familles, tu es un peu rejeté. C'est comme si tu n'existes pas. Parce que l'adoption n'est pas monnaie courante dans notre société. Donc, je voulais montrer par là. Parce que vous voyez la séparation de ce monsieur avec son épouse. C'était dû au fait qu'il ne pouvait pas faire souche. N'est-ce pas? Donc, quand il retrouve l'enfant, je mets la problématique de l'adoption là, parce qu'il adopte l'enfant. Et on peut aimer et s'occuper d'un enfant qui n'est pas biologique. C'est ça que je voulais présenter à travers cela. Et il avait réussi à le faire. Faire changer un peu le mindset de certaines communautés. Alors, Marius, comment est question? À vous entendre, on penserait que vous êtes, à n'en point douter, un adepte de Jean-Paul Sartre qui pensait que l'existentialisme est un humanisme. Oui, mais moi, j'ai toujours pensé que rien n'a de sens s'il n'est pas centré sur l'humain. L'humanisme, c'est la base de toute chose. Alors, de retour en Côte d'Ivoire, vous êtes là pour présenter votre œuvre. Quel est votre regard, justement, sur la littérature ivoirienne? Je ne vais pas étendre ma question à votre regard sur le droit en Côte d'Ivoire. Je vais rester juste littérature. Mais quel est votre regard, justement? Est-ce que nous avons des efforts à faire? Est-ce que nous sommes arrivés à un certain niveau, on peut s'applaudir? Ou il faut se dire, écoutez, il faut retrousser les manches et encore travailler? Il y a toujours... toute œuvre est toujours perfectible. On a toujours des efforts à faire, mais il y a beaucoup d'explosions. Au niveau culturel, au niveau de la littérature ivoirienne, je suis très fier de voir beaucoup d'Ivoiriens qui écrivent des livres de bonne qualité. Je pense qu'on a fait du bon chemin. Est-ce que vous avez une expérience à partager au-delà de votre livre? Est-ce que vous avez des messages à donner, par exemple, aux Ivoiriens au travers peut-être du barreau? Est-ce que vous avez rencontré le barreau ivoirien? Enfin bref, au total, l'agenda de votre présence en Côte d'Ivoire, hormis le livre? J'ai des amis à rencontrer aussi, à discuter sur certaines choses. Mais en fait, l'expérience que je voulais présenter aujourd'hui en passant là, au-delà du livre, c'était de montrer que tout est possible. C'est-à-dire? L'espoir est permis, tout est possible. Il faut toujours canaliser ses efforts et en orientant toutes ses facultés vers un seul but qu'on produit le maximum d'efficience. L'exemple, quand je travaillais dans le domaine que je n'aimais pas parce que ce n'était pas mon rêve, je n'avais jamais occulté le rêve. Je travaillais, mais je venais vers... Donc là, j'ai fait même la première démission au niveau des Nations Unies. Beaucoup de mes collègues me traitaient de fou parce qu'ils se disent, comment tu peux avoir un salaire aussi élevé, l'abandonner pour aller à l'école? Mais le rêve était plus fort. Je voulais absolument devenir avocat à New York et je l'ai poursuivi. Daouda? Vous voulez absolument devenir avocat à New York. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un peu... Parce que mon rêve à moi, c'est d'être journaliste au New York Times, hein, dans ce grand journal. Qu'est-ce qui vous a véritablement poussé à revenir? Et quels conseils donnerez-vous à ces Ivoiriens qui sont là-bas, qui peinent encore à franchir le Rubicon? Pourquoi je reviens? C'est ça la question? Je reviens parce que je pense qu'il y a toujours la possibilité de partager et d'inspirer. J'ai eu la possibilité d'enseigner brièvement ici pendant un mois et j'ai vu l'impact que ça fait sur certains. Un mois? Oui, parce que je ne pouvais pas venir pendant tout le semestre. C'est clair. Donc, ils ont tout concentré les cours sur un mois. Sur quatre classes en un mois. C'était très intensif, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu, à travers ce passage, au moins 4 ou 5 des étudiants qui sont allés faire les études aux États-Unis en droit. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir qu'au moins j'ai eu un petit impact. Donc je me dis au soir de ma carrière professionnelle, c'est toujours bien de venir pour voir comment on peut toujours, non seulement encourager, mais si possible aussi contribuer. Élisée? Moi, je voudrais revenir un peu sur vos fonctions d'avocat. Aujourd'hui, à quoi ressemblent, je vais dire, vos journées en tant qu'avocat
à New York. À vous entendre, on sait que vous êtes resté connecté au pays. Vous n'êtes vraiment pas déconnecté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, tel que le métier est exercé là-bas, avec ici, il n'y a vraiment pas, je dis, il n'y a pas de fossé, c'est pratiquement, on est un peu dans le même environnement. Il y a aussi la Cour suprême. D'abord, le droit strict, il est pratiqué là-bas, il est un peu différent. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on a cette connotation française qui joue un peu sur le droit ivoirien. Là-bas, c'est la common law, donc c'est un peu différent. Ok. Mais il y a toujours possibilité, comme je dis, d'améliorer. Peu importe le système. Aux États-Unis, on a besoin d'améliorer certaines choses. En Côte d'Ivoire, certainement, on a besoin d'améliorer certaines choses. Donc, je pense que toute profession, quelle que soit la juridiction, est améliorée. Herman. Moi, j'avoue, hein, j'ai vécu aux États-Unis. J'avoue que parvenir à être un avocat au barreau même de New York, le métier de la coopération judiciaire, c'est vraiment réservé, élitiste. Comment est-ce qu'un étudiant ici, c'est vrai que vous avez pris des étudiants, à certains qui sont partis, un élève d'ici, un étudiant d'ici, doit pouvoir se préparer, s'il a envie vraiment d'être avocat aux États-Unis, comment il peut y arriver? Deux choses. D'abord, il faut avoir de bonnes notes. Ah oui. Parce que la base, il faut bien étudier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut s'y mettre. L'anglais. C'est très fondamental parce que sans ça, on ne peut pas vraiment clair, hein? manœuvrer. Donc, quand on joint les deux, je ne crois pas qu'il y a des difficultés parce que, moi, personnellement, je ne crois pas que l'école est aussi difficile aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai vu des matières que nous avons fait au lycée que les gens étudiaient à l'université. J'ai été un peu choqué. Waouh. Lesquels, par exemple? Calculus, je ne sais pas comment on dit ça en français. Par exemple, comme matière. Dans le maths, oui. Calculus, je ne sais pas comment on dit ça. Calcul rapide. Non, ce n'est pas calcul rapide. Ils appellent ça calculus. C'est en mathématiques. C'est ce qu'on a vu en troisième. J'étais un peu surpris. Et là-bas, c'est étudié à l'université. Il me semble que c'est les À algèbres. l'université, Oui. OK. Donc, j'étais un peu surpris. Donc ici, notre système, s'il est bien... Il est trop dur. Il est un peu dur. C'est le mot. C'est le mot. Francophone. Il est un peu Il est dur, difficile. Pas difficile, il est très dur. Oui, je sais, mais il est très dur. Très bien. oui. Donc, ça rend la vie un peu difficile quand même. Moi, j'aimerais vous poser Ok. une question précise et concise. C'est que aujourd'hui, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes avocat au barreau de New York. c'est New bien ça? York, yeah. Est-ce que ça vous dit de vous réinventer pour être avocat au barreau d'Abidjan? Je ne sais pas. On verra avec le temps. Alors, Dernier ma point, dernière Marius. question, Dernier point. Alors, vous avez glané beaucoup de prix. On sait bien que vous avez eu le prix individuel de l'excellence universitaire. Vous avez également été poète international de l'année 95. Que représentent pour vous toutes ces distinctions? En fait, d'abord, c'est une satisfaction morale de la reconnaissance des efforts consentis. Parce que vraiment, j'ai consenti beaucoup d'efforts. Ça me fait plaisir quand même qu'on reconnaisse que j'ai fait ces... Quand vous regardez votre parcours, d'où vous venez, Oui. pour être là où vous êtes. Oui. Alors moi, ce qui me passionne, c'est que vous n'avez pas oublié que vous êtes un enfant de Yopougon Sikoji. 3. Derrière le 16e arrondissement. Derrière le 16e. Derrière le 16e. Non, mais Si j'ai 3, c'est là-bas que je suis parti au Non, mais 5e. Christophe, Sikoji, à l'époque, c'est pas la même chose que maintenant. Ça aussi, il faut Ah reconnaître bon? ça. Oui, Non, non. c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. hein. Ça, C'était c'est comment à ambiance. l'époque? Voilà, ambiance. Sikoji, à C'était l'époque, comment? c'était C'était quand même... comment? C'était bien structuré quand même, à l'époque. Donc maintenant, vous voulez dire que c'est mal structuré. Je ne sais pas. Je dis par rapport à l'expérience que j'ai vécue. À l'époque, les Voilà, parents c'est ce qui que je voulais étaient dire. propriétaires de leur maison Très bien. C'est ce étaient que je encore voulais en dire. activité, ils pouvaient encadrer mieux leurs Oui, enfants, si, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est c'est vrai. beaucoup plus Alors, compliqué. votre N'est pas américanisé, votre son français n'est pas américanisé. n'est pas très américanisé. Donc, il y a quand même certains points où on sait que vous êtes Et puis, dans le Christelle, très pour ajouter francophone. avant que tu n'interviennes, Oui. il faut lire le livre. Il y a des mots pour lesquels j'étais obligé d'utiliser un vocabulaire, le dictionnaire. Ok. Tellement le vocabulaire était soutenu que moi, Oui. je ne les connaissais Parce pas. qu'habituellement, quand on a des personnes qui sont très intégrées dans la vie américaine, le français tend à perdre un peu pied. Mais Ils là, ont tendance votre à dire, français- oh, je vous comprends pas trop. Non, C'est américanisé, en fait. non, en fait, le seul problème que j'ai en parlant le français, c'est que je réfléchis en anglais d'abord pour avoir vécu là-bas 32 ans. Mais c'est Donc normal. ça retarde un peu. C'est malin. C'est ça le problème. On a que j'ai. compris ça. Là, c'est malin. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ossoou. André Ossoou, merci. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau de New York, au barreau fédéraux américain et à la Cour suprême des États-Unis. Vous êtes également notaire
Et on a pris beaucoup de plaisir vraiment à vous donner ce plateau en seconde partie parce qu'il faut rendre l'honneur à celui qui mérite l'honneur. Vous êtes un Ivoirien, vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. On peut l'applaudir, messieurs. Bravo. Je vous remercie. Bravo. Et on sait que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous. Bien sûr. Merci d'être venu et longue vie dans les arbres de l'existence. Merci bien. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Herman Aboua, l'émission continue. Merci. Herman, merci d'être venu. Désolé. Merci. Élisée Boloumé, merci. Marius Daouda, Christelle, merci. Maître, merci. Thank you for coming. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Juste après nous, ça sera Footeuse au trouble. Et après Footeuse au trouble, Brazing et Kevin vous donnent rendez-vous pour le vrai match. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.